Tu as écrit le livre en 1985, quand le pont a été impacté. Quel était le contexte de l'écriture ? J'étais ici il y a exactement 35 ans. J'ai fait le calcul. C'était les 2e et 3e semaines de septembre 85. Donc il y a du temps qui a passé depuis, de l'eau sous les ponts. J'ai un peu vieilli, mais je me souviens très bien de ce moment qui a été assez extraordinaire. J'étais à l'époque une jeune sociologue sans poste, puisque j'avais soutenu ma thèse, mais que je n'avais pas encore de poste au CNRS. Et donc je vivais d'enquêtes qui m'étaient commandées par des institutions culturelles sur des publics de musées, sur des évaluations d'innovation culturelle. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais été informée que l'artiste Christo allait emballer le Pont Neuf. Et donc ça, c'était quelques mois avant l'emballage proprement dit. Et je m'étais dit, mais c'est un sujet d'enquête magnifique pour un sociologue de la culture, puisque à l'époque, je m'intéressais notamment à la question de la perception esthétique. À quelles conditions un objet est perçu dans des termes esthétiques, d'art et de beauté ou pas. Bon. Et évidemment, cette idée qu'un artiste allait en tant qu'œuvre d'art, produire l'emballement d'un monument par du tissu était une idée évidemment extrêmement atypique pour plein de gens, dont moi, et était parfaite pour tester cette question des conditions de la perception esthétique. Et donc, comme à l'époque je vivais de mes enquêtes, j'ai essayé de trouver un financement pour pouvoir faire cette enquête. J'y ai pas réussi, personne n'était intéressé. Je pense que le côté atypique de la proposition de Christo faisait que ça n'entrait pas dans les cadres des institutions. Et puis, le fait aussi de travailler sur la perception d'une œuvre par des publics était aussi encore assez peu développé, c'était assez nouveau et donc j'ai pas trouvé de cadre institutionnel pour soutenir la proposition, enfin pour soutenir le projet d'enquête. La seule possibilité que j'ai eue, par hasard, c'est quelqu'un qui m'a dit « Ah, je connais quelqu'un au ministère des Transports qui a un reliquat de budget sur les ponts, tu devrais lui en parler. » Bon, bref, j'ai eu à l'époque 20 000 francs, ce qui n'était pas beaucoup, dans un contexte vraiment extrêmement hasardeux. Et j'ai pu donc réaliser cette enquête qui fait que pendant 2 semaines, je suis venue tous les jours ici même et aux alentours. Je prenais le bus qui me passait sur le pont et j'enregistrais avec mon petit enregistreur. J'interrogeais les gens, j'observais, je prenais des photos. Enfin, une enquête un peu de type un peu ethnographique, basée essentiellement sur l'observation et un petit peu aussi sur les questions que je posais, non pas aux visiteurs, mais aux passants, tout simplement. Les vendeurs de fleurs du quai aux fleurs, les taxis qui attendaient devant la Samaritaine, les antiquaires qui avaient des boutiques en face, etc. Et donc, pour moi, ça a été totalement passionnant parce que, à la fois, j'y ai appris ou développé des techniques d'enquête qui m'étaient assez peu familières, des enquêtes qualitative, disons, et puis l'objet lui-même était formidablement riche. Ça a été un succès extraordinaire, phénoménal. Les gens ne parlaient que de ça. Les gens arrivaient de toute la banlieue pour aller sur le pont et voir de quoi ils retournaient. Les vendeurs de cartes postales ont été dévalisés. Même les vendeurs de pellicules photographiques, puisqu'à l'époque on prenait des photos sur pellicule, étaient également dévalisés, puisque les gens n'arrêtaient pas de prendre des photos. Donc c'était vraiment un grand succès populaire, mais un succès qui était très ambivalent, puisqu'il y avait toutes les cas de figure d'opinion. C'était impossible de dire si les gens étaient pour ou contre. Il y avait des gens très pour, il y avait des gens très contre, il y avait des gens qui ne savaient pas quoi en penser. Et je dois dire que c'est ce ne pas savoir quoi en penser qui m'a le plus intéressée, parce que face à un objet très singulier qui n'entre pas dans les cadres habituels de perception et de catégorisation, les gens développent toutes sortes de stratégies pour essayer de le cadrer convenablement, ou en tout cas dans ce qu'ils estiment être convenablement, et quelquefois se résignent à ne pas pouvoir produire une opinion, ou dans certains cas sont très malheureux de ne pas pouvoir avoir d'opinion et donc essayent à tout prix de finalement pouvoir développer une opinion, qu'elle soit positive ou négative. Donc c'est toutes ces dimensions-là qui m'intéressaient et aussi bien sûr la question de savoir comment les gens catégorisaient ce qu'ils avaient sous les yeux. Alors certains
qui était un petit peu qui avait un peu la culture de l'art contemporain et qui connaissait le nom de Christo, qui savait que Christo était un artiste spécialiste de land art, d'installation en plein air, etc., sans aucun problème, voyait dans cette proposition une œuvre d'art. Donc là, ça ne posait pas de problème. Mais c'était, disons, une petite minorité, parce que la plupart des gens ne connaissaient rien à l'art contemporain, n'avaient jamais entendu parler de Christo et avaient simplement l'information donnée par les médias qui elle-même était très fortement formatée par l'information que l'entreprise Christo avait donnée aux médias. Tout ça était extraordinairement bien organisé par Christo et son entreprise et sa femme Jeanne-Claude. Et donc, beaucoup de gens ne savaient tout simplement pas ce qu'ils avaient sous les yeux et même sous les pieds, puisque la spécificité de cette proposition artistique, c'est qu'on marchait dessus, ce qui est quand même assez atypique. Bon. Et donc certains la cadraient d'emblée dans des termes esthétiques, la beauté, la couleur du tissu, l'harmonie, la mise en valeur de la beauté du pont, etc. Et puis d'autres faisaient une hypothèse purement économique en disant « Oh, ben ça doit être une publicité pour la Samaritaine ». D'autres pensaient que c'était peut-être pour un tournage de film. Enfin, il y avait toutes sortes d'hypothèses qui se développaient. Les touristes américains aussi ont été beaucoup sollicités comme hypothèse explicative. C'est un truc pour plaire aux touristes, etc., etc. Et donc, c'est toutes ces stratégies de cadrage d'une proposition dérangeante que j'ai essayé d'étudier et de comprendre. À l'époque, je ne le savais pas, mais j'adoptais déjà ce qu'on appelle en sociologie une perspective compréhensive et non pas explicative. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé d'expliquer les opinions des gens sur le Pont-Neuf par leur origine sociale, leur niveau d'études, etc., mais plutôt de comprendre la logique interne des commentaires et des émotions et des sensations et des interprétations qui étaient faites dans une optique dont je comprendrai très longtemps plus tard qu'elle est celle d'une sociologie des valeurs que j'ai pu développer ensuite, notamment grâce à cette enquête, mais dont je ne savais pas encore que je pourrais la développer sous cette forme de sociologie des valeurs. Mais il s'agit bien en effet d'un travail, disons, de sociologie pragmatique de l'attribution de valeur ou de l'évaluation, comme on dit aujourd'hui. Ce que j'ai en fait développé surtout par rapport, dans l'immédiat par rapport à cette enquête, c'est une sociologie de l'art contemporain, puisqu'à l'époque, je ne connaissais pratiquement rien à l'art contemporain, et c'est en travaillant sur le Pont-Neuf que j'ai compris la logique, enfin ce que je pense avoir compris, une certaine logique de l'art contemporain qui est celle de la transgression des frontières. Et ce qui m'est apparu, et que je développerai ensuite dans tous mes travaux sur l'art contemporain, c'est qu'une proposition en art contemporain ne peut être valorisée et admise dans le monde de l'art que si elle transgresse une frontière. Alors ça peut être ici, littéralement avec le Pont-Neuf, la transgression de la limite entre le pont en pierre et la limite donnée par le tissu. Bon, déjà, il y a un déplacement de frontière, mais bien évidemment, la frontière la plus importante que transgresse la proposition de Christo, c'est la frontière entre ce qui, pour le grand public, peut être considéré comme de l'art et ce qui n'est pas de l'art. Bon, parce que pour la plupart des gens, du tissu installé de façon éphémère autour d'un objet matériel, ça ne ressemble absolument pas à ce qui habituellement est considéré comme de l'art, en tout cas dans ce que j'appellerai ensuite le paradigme moderne et le paradigme classique, à savoir une peinture encadrée, une sculpture sur socle. Bon, là, on n'était pas du tout dans ce cas de figure-là, au point d'ailleurs que je me suis promenée la veille et l'avant-veille de l'installation sur le pont pour observer les réactions des gens face au travail d'installation du tissu par les ouvriers. Et j'ai vu une dame demander à un des ouvriers qui était en train d'installer le tissu, mais de quoi il s'agit? Et l'ouvrier a répondu « Ah, le vernissage c'est pour demain, les toiles c'est pour demain ». Donc lui était persuadé que le tissu qu'il installait, c'était le support des toiles que l'artiste Christo allait mettre sur le pont. C'était tout à fait marrant, alors qu'il était le mieux placé pour savoir de quoi il s'agissait, mais lui-même n'avait pas compris ce qu'il était en train de faire. Et donc, cette question du déplacement de frontières mentales, du déplacement
de la transgression des frontières, des représentations, frontières mentales, qui organisent pour les gens la différence entre art et non-art, est fondamentale et pour la proposition de Christo et pour l'art contemporain en général, puisque j'ai compris par la suite que c'était cette opération-là de transgression des frontières mentales qui était vraiment au cœur de ce qu'on peut appeler la règle du jeu de l'art contemporain ou la grammaire de l'art contemporain. Donc cette transgression de frontières amène évidemment des réactions qui sont dans un premier temps des réactions plutôt négatives du public non spécialisé, du public habitué au paradigme moderne ou au paradigme classique. Et puis ensuite, ou même dans le même temps, ces propositions transgressives peuvent être intégrées au monde de l'art par le travail, et c'est le troisième temps que j'ai appelé intégration, le travail des intermédiaires de l'art, les commissaires d'expo, les critiques d'art, les conservateurs, les galeristes, qui par leurs actions, par leurs discours, etc., en viennent à élargir les frontières de l'art tel qu'il existe pour y intégrer les propositions transgressives. Et donc, du coup, on assiste à une sorte d'élargissement presque sans fin des frontières de l'art grâce à l'action des artistes contemporains. Alors, dans la conclusion du livre que je publierai en 1998, donc 13 ans plus tard, Le triple jeu de l'art contemporain, j'expliquerai que cette situation entraîne ce que j'ai appelé un paradoxe permissif, c'est-à-dire que la permissivité des institutions de l'art qui acceptent d'élargir les frontières de l'art pour y intégrer ces propositions transgressives oblige les artistes à aller toujours plus loin dans la transgression pour pouvoir rester transgressifs, ce qui pose beaucoup de problèmes aux artistes et évidemment au public. Mais bon, ça c'est un constat, disons, sur les effets pervers d'une aide des institutions à l'art contemporain qui a été la grande nouveauté des années 80 et dans laquelle l'histoire du Pont-Neuf de Christo est arrivée exactement de façon lumineuse pour illustrer la façon dont les intermédiaires privés et publics accompagnent ce mouvement de transgression des frontières de l'art par les artistes contemporains. Et quand je dis les frontières de l'art, bien sûr, ce sont les frontières que le sens commun assigne à l'art et non pas, comme on me l'a fait dire par des gens qui ne connaissent pas la sociologie, les frontières de ce que serait l'art en soi, puisque pour un sociologue, l'art en soi n'existe pas, bien sûr. Pourquoi ce livre n'a pas été publié tout de suite ? Alors, bien sûr, j'ai tiré de cette enquête ce qu'on appelle un rapport d'enquête, que j'ai mis un certain temps à écrire parce que c'était très riche, il y avait beaucoup de matière, etc. Et mon idée, c'était évidemment de le publier. Mais j'avais plusieurs problèmes. D'abord, à l'époque, j'enchaînais les enquêtes pour pouvoir gagner ma vie, et donc j'avais pas beaucoup de temps, même pas de temps du tout pour pouvoir publier. Et d'autre part, j'avais inséré dans le rapport d'enquête des photos. Donc des photos que j'avais prises moi-même, mais aussi des photos des autres œuvres de Christo pour contextualiser un petit peu cette proposition. Et je me suis très vite aperçue que les droits de publication de ces photos étaient impossibles à gérer et qu'aucune revue et aucun éditeur ne pourrait assumer ça. Et donc j'ai laissé tomber à grand regret parce que pour moi c'était un petit peu, vous savez, dans la tradition des compagnons, des artisans compagnons, pour passer maître, le compagnon doit produire ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, c'est-à-dire un objet qui démontre toutes ses capacités, tout ce qu'il sait faire. Et pour moi, ce rapport d'enquête, pour moi, c'était un peu mon chef-d'œuvre. C'était ce que je savais faire de mieux, quoi, voilà. Donc j'étais très malheureuse qu'il ne puisse pas être publié, mais bon, il a fallu que je passe à autre chose. Et ça m'a surtout permis de me donner l'envie de continuer et c'est pour ça qu'au début des années 90, j'ai travaillé sur les rejets de l'art contemporain et ensuite j'ai fait tous les livres que j'ai faits sur l'art contemporain. Lorsque j'ai appris que Christo allait emballer l'Arc de Triomphe et que par ailleurs le Centre Pompidou allait présenter une grande exposition sur Christo, je me suis dit c'est trop bête, il faut publier ce texte. Et j'ai eu la chance d'avoir un éditeur, Thierry Marchès, qui a accepté de faire un travail très considérable parce que l'objet lui-même est très complexe avec différents niveaux de texte qu'il faut marquer visuellement. Et on a décidé de supprimer toutes les photos
prises par l'entreprise Christo des autres œuvres de Christo et de ne garder que mes propres photos lorsqu'elle mettait l'œuvre en situation. Et là, juridiquement, on est couvert, il n'y a pas de problème puisque mes photos ne font que documenter les usages de l'œuvre et non pas l'œuvre elle-même. Bon. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé, 35 ans après, de publier ce rapport d'enquête. Autant à l'époque, en 85, la proposition était en effet très transgressive et très innovatrice et très bizarre, singulière pour le public et donc très conforme à ce que probablement Christo recherchait. Autant 35 ans plus tard, Christo ayant déjà fait quelque chose à Paris, les gens étant déjà beaucoup plus acculturés à son travail, notamment grâce à l'emballage du Reichstag à Berlin, qui a aussi été très médiatisé, et puis cette habitude qu'on a prise de voir des bâches autour des monuments, je ne suis pas certaine que l'emballage de l'Arc de Triomphe aura un impact similaire à celui qu'a eu l'emballage du Pont-Neuf. Voilà, mais ça c'est un point de vue personnel et ça n'enlève rien au caractère absolument passionnant de l'œuvre de Christo d'un point de vue sociologique. Et là je parle vraiment d'un point de vue sociologique, je ne suis pas critique d'art ni historienne d'art, donc je n'ai rien à dire sur son intérêt esthétique, mais d'un point de vue de sociologue, c'est formidable.